Vous êtes sur TV5 Monde, il est 16 h à Paris. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée au 19e sommet de la francophonie avec une deuxième journée au Grand Palais à Paris après Villers-Cotterêts hier. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF sont réunis en ce moment à huis clos pour évoquer en particulier la situation internationale et les conflits avec un objectif affiché, renouveler ce qu'on appelle le multilatéralisme. On connaîtra notamment en fin d'après-midi ou en début de soirée la date et le lieu du prochain sommet. Et sans plus attendre, voici les dernières images et les dernières informations de ce sommet rassemblé pour nous par Florent Krebseg, reportage donc au cœur de ce 19e sommet de la francophonie. Après une journée axée essentiellement sur le numérique, l'acte 2 du sommet de la francophonie semble être consacré à toutes les autres préoccupations comme le conflit en République démocratique du Congo. Reste-t-il un espoir pour que d'ici ce soir, Félix Tshisekedi serre la main de son homologue rwandais? À l'intérieur de ce grand palais, des salons fermés sont réservés aux rencontres bilatérales. Les parlementaires francophones pousseront-ils les deux hommes à se parler? L'espace francophone est traversé par beaucoup de crises qui font mal justement à la francophonie. Et donc, à côté des efforts qui sont faits par les exécutifs, nous pensons justement que la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle. L'autre image africaine de ce sommet, c'est l'entrée dans l'organisation de la francophonie du Ghana. Premier contact avec le président Nana Akufo-Addo. Le Ghana est devenu aujourd'hui membre à part entière de l'OIF, tout comme Chypre. 5 États ou régions ont obtenu un feu vert pour entrer dans la francophonie en tant qu'observateurs. La Polynésie française, l'Angola, le Chili, la Sarre pour l'Allemagne et la Nouvelle-Écosse. Le Canada, justement, se présente au sommet avec 2 initiatives, un financement pour soutenir les pays africains francophones et un nouveau plan pour l'apprentissage au pays. Au Canada, on veut vraiment s'assurer qu'on ait accès à davantage d'enseignants du français. Vous savez, il y a une pénurie de profs de français et qui enseignent en français, que ce soit au Québec, mais aussi partout à travers le pays. Et si on veut assurer la pérennité de notre langue chez nous, il nous faut travailler avec d'autres pays qui font partie de la francophonie sur cette question. Séance plénière, table ronde, débat, questions d'actualité en aparté. Le sommet devrait se terminer par l'intervention d'une voix venue du Cambodge. Le pays devrait être l'hôte du prochain sommet. Et on retrouve sur place, en direct au Grand Palais, Lola Colomba. Bonjour Lola, que se passe-t-il en ce moment? Où en est exactement ce sommet? Bonjour Mohamed, eh bien écoutez, à l'heure où je vous parle, les membres de l'Organisation internationale de la francophonie sont réunis en séance plénière dans l'enceinte du Grand Palais. Difficile pour le moment de vous dire ce qui s'y trame vraiment puisque la réunion se tient sans la présence de la presse. En revanche, ce matin, sous la verrière de ce bâtiment emblématique, on a pu entendre quelques-uns des échanges lors des tables rondes animées sur la discussion, sur la thématique de cette édition, créer, entreprendre et innover en français. Des entrepreneurs sont venus du Maroc, d'Haïti, enfin bref, du monde entier pour parler de leurs projets. Et du côté diplomatique également, ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue rwandais, Paul Kagame, sachant que la veille, il avait rencontré celui de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Et Lola, quel est le prochain temps fort de ce sommet? Eh bien écoutez Mohamed, le prochain temps fort de sommet, ça va être juste après cette séance plénière justement, puisque le président français va rencontrer le Premier ministre du Vanuatu, Charlo Salwe Tabimasma. Et puis ensuite, eh bien, il y aura la clôture de ce sommet qui devrait être un moment assez solennel. Le Cambodge notamment devrait prendre la parole puisque c'est ce pays qui devrait accueillir le prochain sommet de la francophonie en 2026. Lola Colomba en direct du Grand Palais à Paris avec toutes les équipes de TV5 Monde mobilisées. 2 écrivains sont avec nous. L'écrivaine Kiemis, bonjour, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes poétesse, blogueuse, afroféministe. Votre roman est Refleurir est publié aux éditions Philippe Ray. Avec nous également Saber Mansouri. Bienvenue à vous également. Vous êtes historien, écrivain. Votre nouveau livre a pour titre Quand la France perd le Sud et les siens, une histoire contemporaine par la marche. C'est aux éditions Passé Composé. Peut-être d'abord tous les deux quelques mots sur ce sommet qui est mis. Qu'attendez-vous en tant qu'écrivaine, en tant que poétesse, de cet événement qui réunit l'espace francophone, à la fois géographiquement, mais aussi à travers les langues et les cultures francophones?
Je crois qu'en tant que poétesse, ce que j'attends, c'est une mise en valeur et une mise en lumière des voix francophones les plus vastes et les plus riches possibles. Évidemment, je vais parler pour mon église, entre guillemets, mais je crois qu'en ce moment, il y a un vrai renouveau de la poésie, un vrai renouveau de la poésie contemporaine, et on devrait s'intéresser beaucoup plus à cette langue et comment elle est dite dans les pays francophones. Saber Mansouri, le sommet de la francophonie, Villers-Cotterêts, ville natale d'Alexandre Dumas. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'ordonnance de Villers-Cotterêts aussi, qui a fait de la langue française la langue officielle de la nation française? Oui, permettez-moi de vous dire que je me rends compte qu'en fait, qu'il y a un mot grec dans francophonie. Phoné, c'est la voix de la France. Après, nous avons affaire à une francophonie que je qualifierais de politique, qui aujourd'hui, depuis un moment, est devenu un outil diplomatique, un outil d'influence, de pression, de négociation. Certains disent, pardonnez-moi de vous couper, Saber Mansouri, que justement, cette francophonie politique et diplomatique, elle perd du terrain au profit de ce qu'Emmanuel Macron et Louise Mouchikiwabo, la numéro 1 de la secrétaire générale de la francophonie, veulent mettre en place cette francophonie économique. C'est intéressant. Elle perd du terrain parce que, à cause des politiques. Donc, du moment où elle devient un butin de guerre, voilà. Après, c'est pas. Mais on sent que vous la regrettez pas. Vous la regrettez pas. J'ose espérer que nous sommes là pour parler de littérature quand même et de. Bien sûr. Là, c'était un mot sur le sommet. D'écriture en langue française, mais après. Après, le temps de l'exercice du pouvoir n'est pas forcément le temps de l'écriture, de la pensée. Et on va voir que tous les deux, c'est à travers effectivement vos livres que vous nous amenez à la réflexion sur la francophonie et la langue française. On va continuer d'échanger autour de la langue française. On va poursuivre cette édition consacrée au sommet de la francophonie. Je vous propose de partir à la rencontre de cette jeune Alexia. Elle est roumaine, elle a 20 ans, elle a une passion pour le vieux français, pour des mots qu'elle considère, elle en tout cas, comme obsolète. Et chez elle, à Ploiesti, elle est étudiante en langue étrangère. L'une de nos équipes l'a rencontrée en France, à l'Alliance française. Regardez. Ce qui est très, très important, c'est de préserver le français, de soigner cette belle langue parce qu'on voit que la compétition n'est pas du tout négligeable. On voit beaucoup d'anglicismes, on voit beaucoup l'espagnol, mais aussi le chinois qui tiennent le haut du pavé. Donc, on doit déployer des efforts afin de prévenir la décadence de la langue française. Alors, est-ce que vous estimez, vous, que cette langue française est parfois malmenée, voire, comme certains disent, menacée? Je pense que, je ne sais pas si elle est menacée pour l'instant, mais en tout cas malmenée. Moi, j'ai une approche un peu différente. Je trouve qu'une langue qui est figée, c'est une langue qui est morte. Les langues vivantes sont faites pour être enrichies et transformées, et c'est un hommage en fait à notre capacité de création de pouvoir la modifier, lui faire des ajouts, en enlever des choses. Donc moi, je trouve que j'ai pas forcément un attachement face à la rigidité, à la conservatisme. Voilà, non, je ne suis pas du tout conservative. Et Saber Mansouri, c'est intéressant. Hier, un invité dans notre édition spéciale d'hier nous disait que, par exemple, le mot daron, pour beaucoup, ça va être un mot nouveau qui n'est pas forcément joli pour dire le père, alors qu'Émile Zola l'utilisait. J'ai toujours pensé que la langue française, ou même la langue arabe d'ailleurs, ou toute autre langue, est malmenée à l'instant même où on la politise, à l'instant même où on l'instrumentalise, à l'instant même où elle devient une voix pour porter une certaine idéologie. Parce qu'à la langue, c'est autre chose. C'est vraiment une offrande. C'est une voix qui embrasse le monde, indépendamment des frontières, indépendamment de représentation, indépendamment en fait du geste politique. Et malheureusement, je pense de plus en plus que la corruption du langage et la corruption de la politique, de l'édifice politique, vont main dans la main. Donc, est-ce qu'il y a tout ce débat aussi autour de la langue française, et je vais lire un extrait de votre livre juste après, est-ce qu'on peut décoloniser une langue? Est-ce qu'on a avancé? C'est l'un des grands sujets quand on parle de la francophonie. Je vois Saber Mansouri qui sourit. Est-ce qu'une langue peut être décolonisée? Et qu'est-ce que cela veut dire d'ailleurs?
Je ne sais pas si une langue peut être décolonisée, parce que surtout une langue comme le français, parce qu'il ne faut pas non plus oublier, je parle sous le témoin sous le regard de l'historien, mais c'est quand même une langue, il faut quand même le rappeler, qui est une langue coloniale, qui est venue chasser d'autres langues, écraser d'autres langues, parler la langue du pouvoir, c'est dire quelque chose. Donc, je ne sais pas si elle peut être décolonisée. Par contre, elle a été embrassée et utilisée par des personnes qui ne sont pas le cœur du pouvoir. Et j'ai même envie de dire, presque paradoxalement, c'est aussi ça qui la rend vivante et vibrante et créative. Votre roman est inspiré de votre grand-mère, il y a de la poésie aussi, et Refleurir. Vous ne parlez pas de langue vernaculaire du Cameroun, mais elle parlait français. Tout à fait. Je pense beaucoup au titre d'un ouvrage de Kautar Archi qui a été écrit Je n'ai qu'une langue, mais ce n'est pas la mienne. Ouais. Et ça me parle beaucoup, ce titre-là, parce qu'effectivement, je ne parle pas le Nyokon, c'est important de le dire, qui est la langue de mes ancêtres. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'un poème, de plein de poèmes d'ailleurs. Donc c'est aussi, je pense, le témoignage d'une question au-delà de identitaire et politique, mais aussi personnelle, de qu'est-ce que c'est que de devoir aussi embrasser cette langue qui n'est pas celle avec laquelle peut-être les personnes qui sont venues avant vous est nées, et pourtant la rendre belle, et pourtant témoigner de notre passage, et pourtant témoigner de notre beauté et de notre vivacité, et aller un petit peu la récupérer aussi. Ouais, Saber Mansouri, juste avant de partir, avant avoir une autre personnalité francophone, vous écrivez un extrait où vous dites, s'agissant de l'arabe et du français que vous avez évoqué, vous dites que dans ce front républicain en France érigé contre l'introduction de la langue arabe dans l'école publique, on trouve et s'appuie sur des alliés dans la communauté des écrivains et des intellectuels arabes de France, des francophones qui ont choisi la langue de Molière. J'ai pas envie de vous demander que leur reprochez-vous, mais pourquoi quelque part ça pose une vraie question et un vrai sujet littéraire ? C'est un vrai sujet littéraire et philosophique. En fait, parlons de mon cas et une partie d'amis faisant partie de la même génération. Moi, je suis arrivé en France en 1995 pour faire une thèse de doctorat en histoire grecque. Et en fait, je suis arrivé, à l'âge de 24 ans, construit, fait en partie. Nourri d'une culture et d'une bibliothèque arabe, voilà. Et cette culture-là, cette nourriture-là, pour moi, n'entre jamais en opposition avec l'esprit français. Et donc, je ne vais pas me débarrasser de cet acquis-là, parce que cet acquis, en fait, me pousse aussi à embrasser d'autres horizons, d'autres cultures, etc., etc. Moi, ma langue française, je l'ai apprise à l'école primaire. Et donc, pour revenir à la vraie question, en fait, c'est comment redonner vie et éclat à la langue française quand on cesse de mettre des frontières entre une espèce de littérature qui serait francophile, du cru, et une littérature dite francophone, parce que... Qui serait exotique, entre guillemets. Non, mais pire que ça, parce qu'on a l'impression, en fait, d'avoir affaire à un hameau habité de femmes et d'hommes qui écrivent en français et à qui on octroie une petite parcelle faite de petites médailles, de petits prix, d'émissions d'ici par-là, de quelques critiques, etc., etc., alors que c'est complètement faux. Et donc, je ne vois pas pourquoi un écrivain français... qui dit entre autres que l'islam est la religion la plus con, serait le prophète littéraire de cette patrie des lettres, et qu'un autre venu du Sud... Vous dites qu'on ne juge pas forcément la plume et la littérature, que le propos en lui-même est politique, en fait. Une autre rencontre, comme promis maintenant, elle est canadienne, elle s'appelle Mimi O. Bansawin. Elle chante exclusivement en français dans son album intitulé Boréal, dans lequel elle célèbre ses racines et sa région natale, l'Ontario, comme un acte de résistance. Voyez ce reportage signé Nicolas Georges et Guillaume Gouet. Elle est l'une des voix incontournables de la scène musicale autochtone au Canada. Originaire de la région du Grand Sunbury, Mimi O. Bansawin puise dans son ADN familial et s'inspire des cultures de ses parents pour créer. Ses chansons, elle les imagine comme des témoignages historiques à transmettre pour faire perdurer ses racines. Ma mère est
franco-ontarienne. J'ai grandi au nord de l'Ontario et mon père est Abenaki. Je viens de la nation d'Odanak. Chez moi, ça a toujours été quelque chose qui était important, de conter nos histoires dans nos communautés autochtones. On les connaissait vraiment. Puis je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que c'est les histoires de notre territoire. C'est les histoires de nos peuples qui étaient déjà là. Dans son nouvel album, Mimi Obonsawin chante les aurores boréales, la forêt et le territoire du nord de l'Ontario qu'il a vu grandir. Un album entièrement écrit en français, un tournant dans sa carrière qu'elle décrit comme un défi personnel et un acte de résistance. Au nord de l'Ontario, on a une culture vraiment distincte où on parle en français chez nous, on a notre musique, on a notre nourriture. C'est quelque chose qui existe toute seule. C'est séparé du Québec ou d'autres territoires qui parlent le français. Donc, je pense que quand je retourne à cette résistance-là, je pense à ma famille, à mes racines. Et aussi, ça vient de pousser ma propre nourriture et me nourrir avec ma musique et mon jardin. Il y a plusieurs différentes formes de résistance. Voilà donc, est-ce que pour vous aussi, l'écriture, la poésie en langue française, c'est un acte de résistance, c'est une manière de dire les colères et les injustices? Alors, je ne sais pas si c'est l'acte d'écrire en français, mais en tout cas, la poésie, effectivement, c'est un endroit de résistance et j'irai même plus loin, c'est un endroit d'émancipation. Puisque la poésie, je trouve que c'est un genre qui est très créatif, qui permet, je parle beaucoup de création, mais qui parle du jeu, où on peut s'autoriser des formes, on peut s'autoriser, voilà, des manières de raconter, de raconter ses émotions, mais aussi de raconter ses rêves et ses utopies. Ouais. Et donc, effectivement, pour moi, la poésie, je suis très inspirée d'une autrice qui n'est pas francophone, qui s'appelle Audre Lorde, qui parle beaucoup de la poésie, qui n'est pas un luxe, mais qui est donc un moyen de dire l'émancipation. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre littéraire? C'est vrai que dans l'espace francophone, je ne vais pas dire qu'il se perd, mais beaucoup d'autrices et d'auteurs haïtiens, eux, ont gardé cet amour pour la poésie et sa pratique, ce qui n'est pas forcément le cas dans de nombreux pays francophones. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce genre littéraire? Je crois que ce qui m'a permis de faire ça, c'est aussi d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit qui était peut-être, fut un temps, pas forcément favorisée. C'est-à-dire que je voyais la poésie ailleurs. J'ai vu la poésie dans le slam, j'ai vu la poésie dans le rap, et j'aimais chanter. Et en fait, ma manière d'apprendre des poèmes, c'était en chanson. Donc effectivement, je pense qu'il y avait tout de suite une idée du jeu qui était présente. Et puis, je pense que c'est important de le dire. On ne le dit pas souvent, mais je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, moi, j'aime pas trop la poésie ». Et pourtant, ils sont toujours en train d'écrire des poèmes. Ils ont écrit des poèmes quand ils étaient plus jeunes, etc., etc. Donc, je pense que la poésie, c'est finalement un genre qui est très ouvert et très chaleureux, mais il se passe quelque chose dans l'adolescence où on ne se permet pas. Sauf que moi, je me permets, j'accepte la niaiserie de la poésie, non, mais au point, le jeu de la poésie, la liberté de la poésie. Non, mais au point que vous signez un roman et qu'il y a de la poésie dans ce roman. Je lis un extrait, ma fille, tu iras aider ta sœur, elle vient d'avoir ses 2 enfants, des jumeaux, elle aurait bien besoin d'un coup de main. Elle est seule dans cette maison, c'est ton devoir d'y aller. Et puis tu le sais, ici, vous êtes déjà bien nombreux. Va, ma fille, va. Ce sont des mots qui résonnent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être d'exhumer, de nous raconter et de vous inspirer de l'histoire de votre grand-mère qui s'est battue pour s'émanciper? Alors, je pourrais parler de ma grand-mère pendant des heures, donc je vais essayer d'être courte pour nos téléspectateurs. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'histoire de ma grand-mère, c'était cette capacité à voir et à créer la lumière. Et ma grand-mère, comme beaucoup d'entre nous qui sont créateurs ou non, je la vois comme quelqu'un qui est fou. Mais quand je dis quelqu'un qui est fou, c'est-à-dire quelqu'un qui dépasse la raison, qui va créer son propre chemin. Et je crois que c'est qui va briser les murs, en fait, qui va briser les murs et qui a cette magie, en fait, et j'aime dire le terme de magie, de pouvoir créer d'autres chemins, d'autres printemps et d'autres voies. Et après tout, je pense que j'en suis le témoin, puisque c'est ma grand-mère. Dans le livre Et refleurir, on la suit de Nyokon jusqu'à maintenant, et je pense que on est souvent toutes les deux émerveillées de voir le chemin parcouru et puis moi qui continue. Voilà. Saver Mansouri, on parlait et Kiemi disait qu'elle regrettait, qu'elle aimerait apprendre cette langue maternelle. Qu'est-ce que ça apporte au fond? Pendant très longtemps, c'est vrai que dans des pays francophones, à commencer par la France, les parents hésitaient à apprendre la langue maternelle parce que les parents se disaient, et se disent peut-être encore aujourd'hui, il ne sera pas bon à l'école et moins bon en langue française. Or, beaucoup de linguistes disent que c'est faux, d'enseignants le disent désormais aux parents. C'est important d'apprendre la langue des ancêtres, des parents. C'est absolument faux, bien sûr, oui, parce qu'en
fait, c'est surtout quand on apprend les langues quand on est enfant. En fait, c'est une gymnastique de l'esprit. Une gymnastique. Assez sublime. Et surtout, en fait, pour moi, apprendre une langue autre que la mienne, c'est comme avoir une maison amie, une nouvelle demeure, en fait. Et en fait, on entre dans un univers, dans une civilisation par la langue. Et pour revenir à la question tout à l'heure, le français langue coloniale, le sens de l'histoire nous dit que non, c'est terminé ça. C'est terminé dans le sens où, terminé objectivement, parce que la France a perdu le Sud, a perdu son empire, et donc, justement, elle n'est plus en position de force pour représenter le monde. Et donc, l'écriture est une affaire de représentation de miroir. Donc, les miroirs français, j'ai l'impression il est un peu fissuré. Et donc, il y a cette vérité historique. Nous sommes là, nous écrivons en français parce que nous sommes en train de construire un autre miroir. Et pour poursuivre, dans lequel nous nous regardons. Ouais. Sans forcément exclure l'autre, etc. etc. Ouais. Donc, raison pour laquelle la langue française, je dirais même la pensée française, se renouvellera par ses écrivains venus du Sud. Venus du Sud. Et bien, pour aller plus loin, il faut lire « Quand la France perd le Sud et les siens ». Et pour connaître cette grand-mère qui vous tient à cœur, qui est Miss, et virgule, refleurir, direction. Chers invités, chères téléspectatrices et téléspectateurs, le village de la francophonie. On retrouve Laure de Matos en direct du 104 à Paris. Bonjour Laure, vous êtes avec deux musiciennes tunisiennes qui étaient sur scène hier soir. Shaima Sraïri, DJ et beatmaker, je traduis en français, créatrice de rythme, c'est ce que j'ai pu trouver pour vous le traduire en parfait français et francophone. Et Nour Skander qui est avec vous également, joueuse de oud, Laure. Exactement, deux musiciennes et deux univers musicaux très différents a priori que le public du 104 a donc pu découvrir dans leur performance électro-oud. Nour Skander et Shaima Sraïri, bonjour, merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux? Alors on s'est rencontrées, ça fait presque 3 ans au TIC DCE et on a commencé à travailler ensemble. On a la première édition de Electro-Oud. Et cette édition, on a fait une résidence artistique, ça fait presque 10 jours. Et hier, c'était la première fois qu'on joue le deuxième spectacle. Donc en gros, c'est le ministère de la Culture tunisien qui vous a rapproché et vous vous êtes dit oui tout de suite. Oui, c'est ça. Nour, pardon, vous êtes donc joueuse de oud, c'est ce luth oriental traditionnel qui est très présent dans la musique classique orientale. Et en général, les pas de côté vers d'autres styles musicaux sont assez rares dans ce style musical. Vous avez osé l'électro. Oui, il faut dire que le oud, il s'est toujours casé dans un monde classique, avec des orchestres, avec un répertoire très limité. Mais là, disons la dernière décennie, il y a beaucoup de musiciens qui ont osé aussi à toucher le jazz, le blues et d'autres styles, le rythme africain aussi. Donc il y a une certaine ouverture qui s'est créée. Et moi, je fais partie de ces musiciens qui ont aussi osé et j'ai touché l'électronique. Et notre spectacle, d'ailleurs, notre projet se base essentiellement sur le métissage et la fusion entre la musique électronique et la musique classique orientale. Et vous me disiez, l'idée c'est qu'aucun des deux styles ne prend le pas sur l'autre. Non, pas du tout. C'est-à-dire, en tout cas par rapport à nous, par rapport à notre projet, on a composé des compositions là où il y a vraiment l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire là où l'électronique il est présent et la touche instrumentale, on sent vraiment les cordes ils sont là aussi. Dernière petite question, ce style électro-oud, ces performances, ça plaît parce que ça touche tous les publics? Oui, ça touche les jeunes qui écoutent la musique électronique et les plus vieux certainement qui écoutent plus la musique classique.
Très bien. Et ben merci à vous deux. Electrowood, ça a tourné déjà beaucoup en Tunisie et un petit peu ailleurs en francophonie. Laure de Matos et ses invités en direct du 104. Merci Laure pour ces précisions. Merci Saber Mansouri. Merci Kémis d'avoir été avec nous. On va peut-être se quitter avec quelques notes de musique. Et en tous les cas, le sommet de la francophonie continue sur TV5 Monde. On va vous le faire vivre sur nos antennes, sur notre site internet également, nos réseaux sociaux. Et à 18h, heure de Paris, évidemment, 64 minutes, le monde en français présenté par Nicolas Georges. À lundi sur TV5 Monde, avec grand plaisir.